Un peu en retard, on va passer directement à la deuxième intervention de Gilles de Béguet, et puis ensuite, si on a un petit temps, on va quelques questions. Rassurez-vous, mon intervention sera réduite au squelette, et d'autant plus que contrairement à ce qui s'est passé dans la première communication, je ne suis pas là tout à fait sur mon terrain. C'est parce que nous n'avons trouvé aucun spécialiste de relations internationales pour parler de ce sujet que je me suis dédié. 4 points. Abel Ferry n'est pas spécialiste des questions diplomatiques avant d'entrer au Quai d'Orsay en qualité de sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il est peu intervenu sur ces questions, à l'exception des affaires marocaines. Il est vrai, elles sont un peu au centre de beaucoup de choses, notamment les relations franco-allemandes. Un moment fort, néanmoins, son intervention le 20 décembre 1911, lors de la ratification de l'accord franco-allemand sur le Maroc et le Congo, négocié dans des conditions qui ont été contestées par Joseph Kell. La droite intervient pour combattre et on envoie au front quelques-uns de ses meilleurs orateurs, Albert Demun. La gauche radicale est un peu gênée et curieusement, le principal orateur à gauche est un jeune député, un bleu, qui n'a que 2 ans de présence au Palais Bourbon, à savoir Abel Ferry, qui intervient en faveur de la ratification des accords, tout en multipliant critiques et réserves, ce qui correspond très exactement à la position que Raymond Poincaré prend au Sénat quelques semaines plus tard lors de la ratification des accords par la Haute Assemblée. Deuxièmement, Abel Ferry est néanmoins animé de fortes convictions. J'en ai parlé tout à l'heure dans le débat. Je ne reviens pas. Troisièmement, sa nomination tient principalement à des considérations de politique intérieure. Il faut équilibrer la présence de René Viviani, président du Conseil des ministres des Affaires étrangères, qui a voté contre la loi des 300, par quelqu'un qui a voté pour, à savoir Abel Ferry. Il faut ajouter, je n'ai pas le temps de citer un texte qui ne fait aucun doute, la protection de Raymond Poincaré. Je dirais que c'est largement un choix personnel de Raymond Poincaré. Quatrième, je vais quand même développer un tout petit peu. Et au Quai d'Orsay, Abel Ferry est dans une position délicate. Cela tient en grande partie au fonctionnement de ce que l'on appelle, en jargon de l'époque, encore un peu aujourd'hui, le département réorganisé par Raymond Poincaré, 1912, lors de son passage comme président du Conseil des ministres des Affaires étrangères, après les graves flottements constatés en 1911 lors de la crise d'Agadir et des négociations menées par Caillaux indépendamment du Quai d'Orsay, par-dessus, en tout cas, le Quai d'Orsay. Or, il y a au Quai 2 hommes forts, très forts. Robert de Margerie, le nouveau directeur des affaires politiques,
qui est parallèlement le chef de cabinet, il n'y a pas de directeur de cabinet, bon, on dit aujourd'hui le directeur de cabinet, du ministre des Affaires étrangères, épaulé par deux autres diplomates, dont un, Henri Ponceau, est un très proche de lui. Le deuxième homme, c'est le directeur adjoint des affaires politiques qui a dirigé plusieurs cabinets de ministres des Affaires étrangères, un autre héritier d'une grande dynastie républicaine, Philippe Berthelot, qui est une très forte personnalité, extrêmement autoritaire, et qui traite directement des affaires. C'est lui qui reçoit en particulier l'ambassadeur d'Allemagne à plusieurs reprises. Dans ces conditions, le sous-secrétaire d'État est dans une situation difficile, d'autant plus qu'il est accaparé par des affaires de politique intérieure complexes, en particulier la constitution d'une sorte de petit comité avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux destiné à innocenter Caillaux dans cette question des négociations parallèles de 1911. Abel Ferry n'a pas de sympathie particulière pour Joseph Caillaux, mais a accepté par esprit de conciliation, et parce que ce gouvernement s'appuie sur une majorité de gauche, dont Caillaux est le véritable inspirateur, a joué le jeu de la conciliation. Il faut savoir que Margerie, on dispose non pas de souvenirs de Margerie, mais d'une biographie de Margerie faite à partir de sa correspondance et de fragments de souvenirs, est extrêmement méfiant vis-à-vis du sous-secrétaire d'État, qu'il qualifie, je cite, de député consciencieux, homme de couloir plus que de cabinet. Le sous-secrétaire d'État était peu fait pour occuper ce poste ministériel. La messe est dite, d'autant plus que, je ne donne pas de détails, le cabinet constitué par Abel Ferry, qui est le directeur de l'Union républicaine, je cite au passage, est un cabinet constitué d'amis où il n'y a aucun diplomate de haut rang, sinon un débutant très jeune, Jean Helleux, et encore il y a un petit doute sur l'identité de l'intéressé. Donc manifestement, ce cabinet ne fait pas le poids face au cabinet du ministre, c'est-à-dire face à Pierre de Margerie et accessoirement à Philippe Berthelot. D'ailleurs, il est significatif que dans les mémoires de nombreux jeunes diplomates qui sont alors en poste à la direction des affaires politiques, et qui ont écrit des mémoires parce que, évidemment, ils ont assisté à des choses et qui les ont beaucoup marqués, il n'est jamais question d'Abel Ferry. Je pense en particulier aux mémoires de Jules Laroche, qui travaille alors à la direction des affaires politiques, qui a été par la suite lui-même directeur des affaires politiques et qui a terminé sa carrière comme ambassadeur. Il ne parle jamais d'Abel Ferry. Et un autre, le comte Jacques Daumas, qui a terminé également sa carrière comme ambassadeur, dit Philippe Berthelot dirigeait en réalité le département, en particulier lors du voyage de Poincaré et de Viviani en Russie. Je ne pense pas, contrairement à ce qui est écrit, que Abel Ferry ait réellement fait l'intérim du ministre absent. L'intérim est occupé d'ailleurs par le garde des Sceaux, Bienvenu Martin, dont on a voulu faire un personnage salaud et qui n'est
pas du tout un personnage falot, bien pas. Par conséquent, il apparaît sans doute qu'Abel Ferry a davantage été un spectateur qu'un acteur dans cette crise, sinon pour commenter les événements auprès d'un certain nombre d'hommes politiques. Il y a là un problème qui est posé par les carnets, ou plus exactement par la réception des carnets. J'étais déjà conscient, non pas lors de la publication des carnets, on a beaucoup parlé de ces carnets au début des années 60, parce qu'au début des années 60, la polémique, la controverse, Renouvin, Fabrelus, véritable serpent de mer qui apparaît aujourd'hui sur les responsabilités des uns et des autres dans la crise de 1914 qui a débouché sur la guerre. Tout ça a fait qu'on a, en accueillant les carnets, qu'on a surtout été intéressé par la partie consacrée à 1914, alors que le plus important, c'est ce qui concerne la période ultérieure. Alors évidemment, en disant davantage spectateur qu'acteur, je durcis le propos parce que ici c'est un squelette que je vous propose. Pour des raisons de temps, il faudra sans doute apporter un certain nombre de nuances, mais franchement, à la question posée, un sous-secrétaire d'État en porte à faux. J'ai mis un point d'interrogation parce que je suis conscient que la question demeure ouverte sur son influence éventuelle sur un certain nombre de moments clés dans cette crise qui, au bout d'un certain temps, échappe aux uns et aux autres. Est-ce à dire que ce passage, bref, au sous-secrétariat d'État, parce qu'il reste sous-secrétaire d'État jusqu'à la chute du cabinet Viviani, mais comme il est mobilisé au début de la guerre, ça n'est plus ensuite qu'un sous-secrétaire d'État un peu dans une position d'apesanteur gouvernementale et administrative. Est-ce que cet épisode a été sans importance? Non, parce que le fait d'avoir été associé directement au pouvoir, même s'il a été écarté, je crois, des grandes décisions, lui a donné un poids politique. Ça n'est pas rien d'avoir été sous-secrétaire d'État, ça distingue du groupe des députés. Cela fait prendre conscience de la complexité des affaires diplomatiques et des processus de décision. Ça élargit son carnet d'adresse en direction d'un certain nombre de milieux administratifs. On a ici quelques éléments, je n'ai pas le temps de faire état, qui étaieraient cette thèse. Tout ça n'est pas sans importance, mais je crois que l'expression un sous-secrétaire d'État porte un faux est ici une expression vraiment vraie. Je vous ai peut-être un peu déçu. Je crains qu'on n'ait pas du tout le temps pour des questions, hélas. Mais on se... Ça, c'est un terrible débat. Mais on pourra garder en mémoire vos questions et on pourra en reparler cet après-midi. On se retrouve à 14h15. Juste une petite remarque que je voulais faire en entendant M. Verdier. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi finalement Abel Ferry s'est présenté dans cette circonscription-là, cette espèce de triangle entre Robertvillers, Châtel-sur-Moselle et
et Bruyères, triangle dans lequel d'ailleurs la famille Bouchère, puisqu'on dit Bouchère dans les Vosges, était doublement influente à Rambervillers et à Bruyères, dans le secteur de la vallée de la Bologne, où les grandes industries commerciales étaient implantées, la famille. C'est peut-être lié, c'est une hypothèse que je pose ici, au contexte politique déodacien de ce moment-là. D'abord, les radicaux de Saint-Dié étaient historiquement, alors Henri Schmitt avait refondé un petit peu le radicalisme à Saint-Dié, mais c'était des radicaux un peu compliqués. Ils avaient été longtemps divisés entre un nationalisme qui était un nationalisme un peu d'hostilité à Charles Ferry et puis un radicalisme plus classique. Mais en tout cas, une partie des radicaux de Saint-Dié était assez hostile à la figure de Charles Ferry, ça on voit bien quand on regarde l'histoire de la ville. C'est le premier point. Et puis, la deuxième possibilité d'explication, c'est que sa candidature vient trop tard, puisque les élections de 1907 sont un succès pour les radicaux à Saint-Dié-des-Vosges. Les deux sièges deviennent les sièges radicaux. Et donc, il y a un petit peu de difficulté pour lui. Enfin, son nom avait déjà circulé en 1907, ça ne s'était pas passé, pour des raisons qui sont compliquées à expliquer d'ailleurs. Et donc, sans attendre les élections suivantes, il se présente à cette élection partielle, et ensuite il se trouve engagé dans ce contexte. Mais le fait de vouloir sortir de Saint-Dié, c'est sans doute lié aux réactions que suscite la personnalité de son père, qui était vraiment une personnalité assez clivante pour les radicaux, et dans l'émergence du mouvement radical à Saint-Dié, avec toute l'hostilité qu'on connaît quand on connaît l'histoire de Saint-Dié entre Albert Ferry et puis les frères Ferry, qui vraiment une rivalité assez violente qui a structuré la vie publique de la ville pendant pas mal d'années. Merci. Moi j'ai une question pour Gilles Béguet sur cette question qu'il a faite du passage Quai d'Orsay. Il y a un moment où avec Ferry, semble-t-il, fait l'autorité, c'est la guerre de Viollet. Dans cette lettre, ce télégramme, dans lequel il lui a dit que le sort du Maroc se réglera en Lorraine. Est-ce que cette position prend, s'il assume la responsabilité politique, est-ce que c'est la lecture, est-ce que vous en donnez? Parce que finalement, je vous dis que c'est un ministre assez falot, c'est existant. Non, je dis falot. Semble. Non, c'est existant, disons, qui ne s'impose pas à son administration. Cette prise de position qu'il présente comme décisive, qui est devenue ensuite la polémique sur le fait de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, est-ce que c'est Viollet qui volontairement a fait les pots. Est-ce que c'est une responsabilité politique? Je ne crois pas qu'il soit falot. Je ne crois pas non plus qu'il n'arrive pas à contrôler son administration. Il ne peut pas. Cette administration ne dépend pas de lui. Elle dépend du ministre, de son cabinet et de la superstructure du département qui est en liaison directe avec le cabinet du ministre. Donc il n'est pas aux manettes. Il n'est pas aux manettes. Et ni Margerie, ni Berthelot. Berthelot, c'est pas rien. Vous savez, c'est un homme d'autorité extrêmement sûr de lui, et ce qui pose d'ailleurs des problèmes dans ses rapports avec Margerie, qui est un peu écrasé. Alors, le Maroc. Je ne peux pas répondre directement à votre question, c'est clé, puisque la grande intervention de 1911, c'est à propos du Maroc. C'est le troc, en quelque sorte, franco-allemand. On laisse se développer le processus qui mène à un contrôle de plus en plus étroit du Maroc, à l'exception de la partie laissée à l'Espagne. On le laisse à la France, en échange du bec de canard, c'est-à-dire la cession d'une partie du Congo français, jointe au Cameroun allemand. Bon.
le fera au Sénat par esprit de responsabilité. Ce qui montre que c'est déjà un homme d'État. En tout cas, il se met dans la conscience d'un homme d'État parce qu'il sait bien que s'il y a un vote négatif, c'est une crise d'une extrême gravité avec l'Allemagne et que ça peut déboucher sur la guerre. Et qu'en 1911, la France n'est pas prête, et les Français ne comprendraient pas qu'on fasse la guerre à l'Allemagne à cause du bec de canard. Personne ne sachant exactement ce qu'est ce bec de canard. Il faut d'ailleurs que les étudiants d'histoire, même avancés, regardent leur fiche pour voir exactement où était le bec de canard et qu'est-ce que c'était que ce bec de canard. Alors, ce que vous dites est très clair. Bon, tout ça se réglera finalement dans le cas d'un conflit d'un ordre plus général que sans doute Abel Ferry, comme d'autres d'ailleurs, sans venir, mais sur une affaire d'une autre importance que le bec de canard. Voilà ce que je veux dire, mais effectivement, les accords négociés par Caillaux, bien sûr, vos désengagements de l'Allemagne dans l'affaire marocaine, et on avait cru que tel avait déjà été le cas lors de la crise précédente. C'est le danger en 1905, dont on ne peut pas, la conférence d'Algésiras, bon, on avait cru régler le problème, lors de la conférence d'Algésiras en 1906, et on s'aperçoit au moment de la crise d'Agadir que le problème n'est pas réglé aux yeux des Allemands, donc la question marocaine demeure une question ouverte entre 1911 et 1914, et il est clair que cette question ne peut être résolue dans l'esprit, en tout cas, de très nombreux responsables français, que par une nouvelle explication, alors pas nécessairement la guerre, mais une nouvelle explication entre l'Allemagne et la France. Voilà. J'ai répondu peut-être pas tout à fait. J'en suis conscient. Ma question était précise, c'est l'instruction alimentaire de juillet 14, disant rapatrier les troupes pour les envoyer en métropole pour préparer la réponse défensive. Qui prend cette décision? Parce que là, Abel Ferry dit c'est moi qui prends la décision contre la militaire qui veut garder les troupes au Maroc. Et donc c'est un sujet potentiellement majeur, parce que la question est de savoir quel est le concours de ces troupes ensuite sur la Maroc. Est-ce que c'est lui qui prend la décision ou pas? En l'absence du président et du Premier ministre qui sont en Russie. Oui. Alors, je pense que le ministre de la Guerre est également concerné dans cette affaire. Si mes souvenirs sont bons, et si ma mémoire ne flanche pas après, pour des raisons d'âge, parce qu'elle est issue d'une matinée compliquée, je crois que c'est Messimy, qui est député radical et général de son État, qui est apparemment un peu dépassé par les événements. Bon, ça se discute, je crois qu'il y a toute une polémique sur ce sujet que je ne méprise pas. Alors, à partir du moment où le ministère de la Guerre est également concerné, et pas simplement le Quai, et que ces affaires sont moins directement dans la compétence de Berthelot.
qui n'est pas un spécialiste des affaires marocaines, hein, contrairement à Marjorie, qui a été le secrétaire de la conférence d'Algeciras, parce qu'il est à cette époque en poste à Madrid. Bon. Mais Marjorie n'est pas là. Hein. Je rappelle que Marjorie accompagne Poincaré et Viviani à Saint-Pétersbourg. Donc l'homme clé, c'est Berthelot. Et Berthelot n'est pas un spécialiste des questions marocaines. Berthelot est un spécialiste des questions continentales et des questions d'Extrême-Orient. Ce n'est pas un spécialiste de la question marocaine. Alors comme sa mère ministre du ministère de la Guerre, là évidemment, Abel Ferry est dans une position plus puisqu'il est un interstice de plusieurs départements ministériels. Sans vouloir... Cela dit, je ne suis pas tout à fait satisfait de ma réponse. Non, mais sans vouloir vous trahir, Gilles, je vais interpréter un peu ce que vous disiez. Sans être complètement établi, ce qu'a dit Jean Pisani-Ferry est à tout le moins possible, peut-être même vraisemblable. On peut dire ça à peu près dans ces termes-là, compte tenu de la faiblesse du ministre de la Guerre de l'époque, la situation internationale très particulière, et du départ d'une grande partie de l'exécutif à l'étranger, il est possible que quelqu'un qui n'en avait pas la compétence, par imprégnation et par un jeu d'influence réciproque, ait donné ce type de... Il a écrit. Oui. Non, mais il a écrit. La question, c'est qui en a pris la responsabilité politique. Il a écrit la solution. Je réfléchis au fur et à mesure. Hein, je ne m'étais pas posé la question. Je réfléchis au fur et à mesure. Et je pencherai pour une réponse positive. Hein, c'est-à-dire que je pencherai pour dire que, en faveur de la thèse, effectivement, selon laquelle ce qui est dit dans le carnet correspond à la réalité. Qu'il n'est pas seulement écrit l'instruction, mais qu'il ait pris la décision. Ça n'est pas hein, parce qu'il n'a pas la main sur le fond de l'affaire, hein, c'est-à-dire l'évolution de la crise et les décisions qui vont avec, hein, notamment sur le degré d'appui apporté à la Russie, parce que c'est ça qui est en cause. Dans cette affaire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la main là-dessus qu'il n'a pas la main sur un certain nombre de choses. Hein. J'ai dit porte-à-faux. Je ne veux pas dire l'écart. C'est pas la même chose. Mon propos ayant été réduit de moitié, évidemment, ça donne une version un peu plus hard. Donc on se retrouve, pour ceux qui souhaitent, à l'inauguration du quai Abel Ferry, de l'autre côté de la note. Je précise qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les intervenants à la Tour de la Liberté. Voilà. On n'a pas